Épisode 374, enregistré ce 3 novembre 2022. Je le dis au passant, je le dis au passage, parce que des fois on se dit, mais c'était enregistré quand votre podcast, parce que vous parlez de ceci, etc., vous êtes plus dans l'actu. On le dit, on précise, on essaye d'être dans l'actu hebdomadaire, c'est le principe de notre revue de presse qui est compilé par nos chroniqueurs qui changent chaque semaine, enfin qui se succèdent chaque semaine. Cette semaine, c'est au tour d'un côté de Xavier. Salut Xavier. Présent. Et de l'autre David, qui est là. Salut. Également. Salut David, qui a un gros rhume, qui est un petit peu à côté de ses pompes. C'est pas très grave, hein, ça va aller, on va s'en remettre, il n'y a pas de souci, il n'est pas non plus à l'article de la mort, notre David, hein, il faut être très clair. On a un planning un petit peu chargé, enfin comme d'habitude, hein, comme toutes les semaines. J'ai rien à vous raconter aujourd'hui de particulier sur les coulisses ou quoi que ce soit. On a fait un chouette live, ça nous prend de temps en temps, on fait des lives sur Twitch et sur YouTube, donc vous pouvez voir le replay d'ailleurs sur YouTube, c'est en grande difficulté, avec la date la plus récente, vous la retrouverez facilement, il n'y a que 2 lives, donc ça devrait aller. C'était improvisé, mais finalement on a parlé de quelques trucs sympas. Ah oui, il y avait eu quelques sujets sympas. Thierry nous a rejoint, notre chroniqueur suisse, nous a rejoint également à un moment donné. Donc voilà, il y avait plein de choses à dire. Et je pense que les auditeurs qui nous ont rejoints n'étaient pas mécontents également de nous voir sous un autre jour et de pouvoir participer, puisque là du coup on est un peu plus interactif évidemment. C'est ça qui est intéressant dans ces lives, en fait, c'est les échanges et les sujets sont amenés quelque part aussi par les interlocuteurs qu'on a qui nous posent des questions. C'est un autre exercice, mon bon Xavier. C'est autre chose que ce podcast qui se veut beaucoup plus rigoureux, carré et... Ou pas. Ou pas. Allez, on commence avec la première lettre de notre abécédaire, parce que c'est comme ça qu'on le compose, on la compose, notre revue de presse. La lettre E, comme espace. Je sais même pas qui commence parce que j'ai pas la bonne conduite. Voilà, c'est Xavier qui parle de Constellar. Ce sont les satellites pour aider les agriculteurs. Et pas seulement. Donc c'est en fait un sujet qui va regrouper 2 choses qui m'intéressent, notamment tout ce qui touche à l'espace. Je pense que je suis pas le seul dans l'équipe d'ailleurs à apprécier ce sujet-là. Et également en fait les technologies qui vont avoir un impact pour améliorer le quotidien de certaines personnes ou pour avoir un impact sur l'environnement. Dans ce cas-ci, en fait, malgré le fait que la crise économique ait touché pas mal de startups et ait ralenti les investissements dans les startups, et ce qui a touché notamment le secteur spatial qui était en pleine expansion, il y en a quand même certaines qui s'en sortent pas mal, comme Constellar. C'est une startup allemande qui a été fondée par des docteurs en astronomie. Ils viennent de réussir de lever 10 millions d'euros pour améliorer le quotidien de pas mal de monde et dans le but d'améliorer, d'avoir un impact sur l'environnement et aider le secteur agricole. Donc avec cette levée de fonds, ils vont lancer 2 satellites dans l'espace et le but est d'analyser de manière la plus précise possible la température à la surface de la Terre. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? Le but c'est de calculer l'utilisation qui est faite de l'eau potable sur un terrain par exemple qui a été arrosé ou irrigué récemment. On va constater que peu de temps après le passage si ça a été arrosé peu de temps avant le passage du satellite, le terrain sera légèrement plus froid que le champ voisin. Ça permet donc de savoir en fait si l'eau a été utilisée, où et quand. Et comme c'est une denrée qui est rare, ça permettrait de conscientiser les gens et de changer des habitudes afin que l'eau soit mieux utilisée. Alors évidemment, il y a la conscience publique, il y a peut-être la législation qui pourrait changer sur base d'abus, etc. Donc le but est de conscientiser les gens. Il faut savoir que le gaspillage de l'eau, ça représente 220 milliards d'euros par an et il y a des chiffres qui annoncent que d'ici moins de 10 ans, ça pourrait passer à 2 trillions de dollars. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est 2 milliards d'euros de gaspillage. Donc
on a une croissance vraiment astronomique de l'utilisation de l'eau. Alors que on sait que c'est une denrée qui est limitée, et l'entreprise assure qu'avec cette meilleure connaissance des problèmes écologiques, l'opinion pourrait changer rapidement, ça pourrait lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. Mais comme je l'ai dit, ils veulent aussi aider le secteur agricole et les professionnels du secteur, parce que ils veulent, par le fait de leurs observations, ils veulent aider les professionnels du secteur à optimiser leur consommation d'eau pour les aider à produire toujours plus, mais avec une quantité d'eau qui resterait la même. Donc ce serait intéressant, puisque bon, même si on ne diminue pas la quantité d'eau, si on peut déjà augmenter la rentabilité, et on sait que aujourd'hui dans tous les secteurs, et surtout le secteur agricole, on a besoin de rentabilité croissante, eh bien c'est intéressant. Donc voilà, un chouette projet, je trouvais. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, les chiffres sont impressionnants, et l'idée est impressionnante aussi. C'est bizarre que la NASA ne fasse pas ce genre d'analyse, parce qu'ils font beaucoup d'analyses satellitaires. Oui, je sais qu'il y a déjà des observations de manière plus globale, tu vois, ou parfois sur la nature du sol et ce genre de choses. Ici, ils veulent vraiment couvrir des zones, alors de grandes zones, mais avoir une analyse beaucoup plus précise, champ par champ quasiment, et avec des différences de température qui sont vraiment minimes, parfois de quelques degrés, à quelques mètres près. Donc voilà, je pense que c'est plus l'utilisation qui va être faite d'une technologie qui existe certainement déjà, qui va changer. Qu'en pense notre ami David ? Je trouve que c'est aussi une bonne opportunité d'avoir un prétexte pour avoir des satellites qui observent en continu le sol. Oui, aussi. C'est pas faux. Ça existe déjà. Hein. Oui, je pense que c'est pas le premier. Oui, ça existe déjà, mais les satellites espions, ils passent, ils observent pas toujours tout le temps. Mais là, maintenant, s'il faut observer les champs, il faut que ça soit constamment et voir l'évolution des températures. Ouais. Mais sinon, oui, si c'est pour économiser de l'eau, je trouve ça fort intéressant, et je suis un peu étonné qu'on n'ait pas développé des technologies au sol avec des capteurs, des senseurs au sol, voire des caméras infrarouges mises sur des pylônes. Les superficies mises en... Enfin, voilà, c'est peut-être... Moi, je reste bloqué sur le trillion, je suis désolé de le dire, c'est 10 exposant 18, j'ai été vérifié. Un trillion, c'est 10 exposant 18. C'est des milliards de milliards. C'est un milliard... C'est 1 milliard de milliards. Ou encore 1 million de millions de millions. Et 10 exposant 12, ça se dit comment alors ? Un billard. 1000 billards. C'est vrai ? Ouais, je sais c'est plus. Pas un triard. Il y a des trions, il y a des trions. Ouais, il me semble que c'est un trion. C'est un truc de... c'est toujours... On a beau être sûr de son fait, hein, il y a toujours un moment où le virus du doute s'installe, et là où on se dit, bon, on va demander à la communauté... en tout cas, en anglais, trillion, c'est 10 exposant 12. En anglais, mais je sais qu'il y a une différence. Ah oui, donc on compte pas pareil. Déjà qu'on n'a pas la même heure, si en plus on compte pas pareil. Bref, vous l'avez compris, c'est beaucoup. Et en hexa En hexa, ça fait combien? Donc, si vous pouvez nous éclairer, n'hésitez pas. Hein, nous, on est ouvert à toute critique et toute information complémentaire, c'est bienvenu. C'est d'ailleurs pour ça que les commentaires sont faits, que ce soit sur notre site, lestechno.be, ou en regard de la vidéo sur YouTube ou sur Peertube. J'ai oublié de le dire, je ne l'ai pas mentionné, parce que maintenant on est sur Peertube également, on a mis le lien sur le site, donc lestechno.be, ça reste une référence, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour vous guider là où vous voulez aller. Voilà, vous faites exactement ce que vous voulez, nous on est là, on fait comme vous voulez, comme on dit. Allez, on est à la lettre I, comme intelligence artificielle, David. On va parler de la réaction furieuse de la communauté anime, on les appelle comme ça, hein, les gens qui dessinent les mangas, et enfin toute la culture asiatique et japonaise en particulier de l'art, on va dire. Et eux, ce qui les énerve au premier chef, c'est l'intelligence artificielle ces derniers temps. Oui, donc on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec DALL-E 2, Stable Diffusion et les autres.
Ce sont ces moteurs d'intelligence artificielle qui permettent non seulement de créer une image de toute pièce à partir d'un simple texte, par exemple, on va dire dessine-moi un chat dans le style de la Joconde, et il va sortir quelque chose qui ressemble à ça, ou encore fournir une photo existante ou un tableau existant et de demander également avec un texte une variation. Et donc il va démolir un peu l'image et la recréer, mais de manière suffisamment différente pour ne pas qu'elle soit assimilable à l'original. C'est une technique qui est assez impressionnante, mais parfois un peu effrayante aussi. Et j'ai eu l'occasion de jouer en détail avec. Et donc voilà, donc ces réseaux neuronaux sont disponibles au public, en tout cas pour ce qui est de Stable Diffusion. Et ces réseaux peuvent être entraîné encore plus avec des images, et c'est ce qui a été fait ici. Donc un illustrateur très célèbre coréen que je ne connais pas mais qui est célèbre, qui s'appelle Jim Jungi. Il est décédé, je pense que c'était le 3 octobre, et quelques jours après, un ancien développeur de jeux vidéo, je pense un Français, a entraîné un réseau neuronal la surentraîner avec tout le travail artistique de ce dessinateur, de cet artiste, et il est capable, en demandant de construire une image dans le style de ce dessinateur, de générer des dessins qui sont vraiment dans le style de l'auteur, avec le même niveau de détail. Et lui s'en est vanté en distribuant le réseau qu'il a surentraîné publiquement, mais il n'a pas été accueilli de manière très sympathique par les fans. Il faut savoir que dans l'art asiatique, anime ou animé, c'est quelque chose qui est sacré. Donc il y a les dessinateurs donc qui dessinent les différentes franchises de manga et d'autres dessins animés et autres. Et il y a également les artistes, on dit le fan art. Donc ce sont des artistes qui font des dessins dans le même style, mais qui sont, voilà, c'est pour les fans. Et ça a évidemment fâché tous ces gens-là, parce que ils disent que le pauvre dessinateur est même pas encore froid dans sa tombe, qu'on est déjà en train de créer des dessins basés sur son travail en quelque sorte, et qui sont crédités pas à l'auteur du style, mais à une intelligence artificielle ou aux personnes qui ont entraîné l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas la seule controverse qu'il y a eu ces derniers temps. Il y a eu quelque temps, il y a un fan artiste aussi de dessins animés qui peignait en direct sur Twitch un art dans le style de Genshin Impact. Je ne suis pas expert là-dedans. Et en fait, avant d'avoir fini son tableau sur Twitch, un des observateurs a fait une copie écran, l'a alimenté dans une intelligence artificielle, a terminé le dessin avant lui et l'a publié, et a demandé à l'auteur de lui donner les crédits parce que lui, il a terminé avant lui. Et donc ça pose beaucoup de problèmes, et on soulève tous des problèmes également de copyright, parce qu'évidemment ces réseaux neuronaux ont été entraînés avec des images et des arts qui sont des arts sous copyright, et je pense qu'on va faire face à beaucoup de problématiques, questions juridiques, questions utilisation, parce que aujourd'hui, normalement, tout art généré par intelligence artificielle est libre de droit. Mais je ne pense pas que ça va pouvoir continuer de manière indéfinie sans que ça soit régulé. Voilà, donc c'est assez intéressant le déroulement.
Et ça fait peur en même temps. Oui, ça fait. Enfin, il y a plein d'aspects. L'aspect éthique déjà à la base, le fait de faire. On peut dessiner et s'inspirer. Je pense que tout le monde est un peu inspiré, que ce soit dans l'art de manière générale. Chacun trouve de l'inspiration là où il peut, mais de là à réinterpréter et de manière très automatique en poussant sur un bouton, en gros, même si l'art quelque part il est plutôt dans le code qui a généré le dessin, en poussant sur un bouton d'arriver, enfin voilà, et de revendiquer après la paternité ou de quoi que ce soit. Enfin voilà, tout ça est très confus et très ça interroge beaucoup de choses. Xavier, tu voulais dire un truc? Oui. Ah, pardon. Oui. Non, enfin, ouais, vas-y, David. Vas-y, David. Juste un petit truc que j'ai oublié de rajouter et que j'avais noté dans mes notes. Il y a également une artiste qui a publié un dessin et qui était accusée de l'avoir généré par intelligence artificielle et qui a dû prouver qu'elle avait bien dessiné elle-même ce dessin. Donc, il va y avoir beaucoup de problèmes. On marche sur la tête, effectivement. Xavier. Non, mais on a déjà parlé des problèmes de copyright que ça allait générer d'une manière ou d'une autre, même si on fait à la façon de. Est-ce que c'est du vol, est-ce que c'est pas du vol, la question va être posée, et aussi bien pour les dessinateurs, artistes, etc. Il y a du travail qui va être automatisé. Je me demande à quel point on va pas finalement arriver à un moment à ce que des dessins animés ou des dessins des BD complètes soient finalement générés par de l'intelligence artificielle, ou en tout cas en grande partie. Et à mon avis, on n'en est pas loin techniquement. Oui, enfin, très proche. Techniquement, je pense que ça pose pas de problème. De nouveau, le problème, il est éthique. Et peut-être aussi une question d'éducation, parce que moi, j'entends ça régulièrement, des jeunes qui ne comprennent pas le fait que un auteur, que ce soit un écrivain, revendique la paternité de son bouquin, considère qu'on peut copier ce qu'on veut, comme on veut, que de toute façon tout est sur Internet et que voilà, il suffit de le CTRL-C, CTRL-V, quoi. En gros, alors que qu'est-ce que c'est que ces gens qui revendiquent quelque chose, voilà, il y a un problème de, voilà, c'est dans l'air du temps, on va dire. Je pense que c'est Internet qui a amené ça aussi, le côté facile d'accès, la gratuité, etc. Ça fait perdre de la valeur à certaines choses. Là, en l'occurrence, ça fait perdre de la valeur à des dessins qui sont liés à un coup de pinceau, à un coup de crayon, à l'idée d'un auteur, d'un artiste, etc. Et donc ça finit par se perdre. Après, c'est juste la technologie qui évolue, parce que la reproduction, la copie, ça a toujours existé, mais c'est vrai qu'ici c'est facilité grandement, quoi. Ceci dit, sans la technologie, sans tout ça, on peut aussi faire d'énormes bêtises. Je voyais, alors j'ai pas le nom de l'artiste et ni le nom du musée où ça s'est produit, mais il y a un tableau dans un musée, je pense que c'est en Allemagne, qui est accroché à l'envers depuis 30 ans. Et ils s'en sont rendus compte seulement dernièrement. J'ai mis 75 ans, mais... Et les catalogues très officiels, etc., qui le décrivent aussi dans le mauvais sens, manifestement. Et là, ils osent pas le mettre dans le bon sens, parce qu'il est tellement habitué à être pendu comme ça qu'ils ont peur de le casser, parce qu'il est très très vieux. Après, honnêtement, c'est invisible. Je veux dire qu'il faut vraiment que ce soit l'artiste qui glisse dans ce sens-là. Je ne suis pas sensible à cet art-là. C'est de l'art abstrait, donc je suis absolument pas sensible à ça. Pour moi, c'est un essuie-de-vaisselle. Et donc, c'est des lignes de couleurs, voilà, vous avez compris. Mais qui coûte assez cher, manifestement, et qui fait encore parler de lui, même en étant mal posé. Donc, voilà. Bon, on va pas en faire des louches non plus. On va passer à la lettre suivante. La lettre L comme Lego. Là, on change vraiment de tout au tout, Xavier. Lego qui annonce la fin de toute une gamme après 24 ans d'existence, ce qui est assez rare chez Lego finalement, je pense, de comme ça faire une purge. Oui, effectivement, je ne sais pas s'il y a des gammes comme ça. Il y a sans doute des collections qui ont été faites en série limitée, etc. Mais ici, c'est vraiment une gamme de produits, au même titre que les Lego Technics, par exemple. Ici, on parle de Lego Mindstorms. Lego Mindstorms, c'est cette gamme qui visait en fait à éduquer les jeunes et peut-être même un peu moins jeunes à la robotique de manière ludique. Et après 24 ans,
puisque ça avait été créé en 98 et c'était né d'un partenariat avec le MIT, mais Lego a annoncé que Lego Mindstorms allait tirer sa révérence d'ici la fin de l'année. Alors c'est pas tout à fait une surprise parce que c'était déjà annoncé sur le site depuis 2020, mais ici on arrive à l'échéance. Ils ont également annoncé que le support pour l'app mobile, puisque c'est de la robotique, évidemment on peut piloter ça depuis des appareils externes et même une application mobile. Le support pour l'app mobile sera interrompu dans 2 ans. Ce produit qui était au départ basé sur Lego Technics a évolué pendant ces 24 ans évidemment, puisque il y a eu maintenant des kits dédiés qui permettent de faire différents modèles de robots, et même si Lego Mindstorms disparaît, bien que la marque soit conservée, Lego va rester actif dans le secteur de l'éducation et de la robotique, ça ils l'ont annoncé, avec des produits comme Boost et Spike que je ne connaissais pas, mais apparemment Boost c'est une version simplifiée de Robot Inventor et Spike propose l'apprentissage des STIAM. Donc les STIAM, c'est sciences, technologie, ingénierie, arts et maths, et tout ça de manière toujours ludique. Donc il reste plus beaucoup de temps pour ceux qui voudraient s'offrir un kit Robot Inventor, dont les prix varient quand même. Alors Lego, c'est un des défauts que je trouve ces dernières années, les prix ont très fortement augmenté, j'ai l'impression, et donc les prix, ça va aux alentours de ce que j'ai pu regarder comme ça varie entre 50 et 1500 euros. 1500 euros, là on est dans des kits vraiment éducatifs, donc je pense que c'est pour par exemple des classes ou des choses comme ça, mais voilà, c'est des jouets mais qui sont toutefois pas si abordables que ça, hein. Donc c'est pas à porter toutes les bourses, même si c'est super bien foutu, c'est des jouets de qualité comme on connaît de cette marque là, et voilà, donc la fin d'une ère qui a quand même duré 24 ans. Je regardais Boost sous vos yeux ébahis si vous regardez la vidéo. Je me rends compte que c'était à l'écran, mais c'est pas grave. En dollars canadiens, 200 € pour un robot type Wall-E. Vous voyez Wall-E, hein, un peu dans cet esprit-là, dans la série Boost Creative Toolbox. Voilà, c'est un autre genre de contenu. Hein. Le Boost, ça s'adresse, c'est déjà beaucoup plus simplifié, c'est plus orienté. Oui, c'est plus jouet aussi, ça. Oui, c'est plus. Ça reste plus à des enfants, etc. Ouais. Mais ça reste ludique et éducatif. En effet. Bon, ben voilà. David, un avis. J'ai eu personnellement, des Mindstorm, donc j'ai joué avec. Je pense que c'était la 2e génération, c'était il y a 13-14 ans. C'était vraiment sympathique. Ce que je trouve, c'est que ça n'a pas évolué suffisamment vite par rapport à tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est disponible aujourd'hui pour bricoler et qui n'existait pas à l'époque. Ouais. Donc en quelque sorte, à l'époque, les Lego Mindstorm étaient quelque chose. C'était quasiment la seule chose qui était abordable pour pouvoir apprendre un peu la robotique pour tout le monde, avec des briques Lego Techniques qui étaient standards. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui existent moins chères que les Lego, parce que ça c'est, comme tu disais Xavier, c'est leur défaut. Et voire même en Chine, on trouve pas mal de microcontrôleurs et de différents capteurs qui sont compatibles briques Lego. Donc je pense qu'ils n'ont peut-être pas su assez vite s'adapter. Ils sont devenus et ils sont trop chers. Voilà. Ça a toujours été une marque chère. Ils sont un peu en position de monopole aussi. Hein. Ils ont un produit qui est assez cadenassé, en tout cas ce qui est de la petite brique. Après, peut-être que justement toutes ces microcontrôleurs, là, ils avaient peut-être moins de contrôle sur ce qui se produisait, et donc du coup, ils y voient moins d'intérêt aujourd'hui, ou en tout cas, c'est vrai que la concurrence aidant, il y a beaucoup si on regarde bien, si on cherche bien, c'est pas des marques aussi notables que Lego, mais il y a des choses en robotique qui existent sur le marché et qui peuvent voilà. Oui. Il y avait déjà des chouettes projets avec les Little Bits à l'époque, et j'ai vu justement à la Maker Faire il y a pas longtemps un projet à base d'Arduino. Arduino qui peut être programmé effectivement aussi. Donc, et au passage, je remercie Sébastien Stormark qui nous avait épinglé cette petite news sympathique.
ou pas d'ailleurs. Je me rappelle bien, on aurait parlé des Little Bits, mais c'est avec toi, je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs. Oui, c'était un projet Kickstarter à l'époque. J'avais offert d'ailleurs ça à Montfiel. Et ça a très fort évolué depuis. On n'en entend plus beaucoup parler, pourtant c'était vraiment un chouette projet. Ouais, avec énormément de contrôleurs, de packs d'expansion. Enfin voilà, c'est dans l'esprit d'ailleurs dans l'esprit Lego, hein, ou dans l'esprit. Oui, ici la différence c'est que ça s'assemblait via des aimants, etc. Je crois. Oui, c'est ça. Dans l'esprit, alors je vais dire Lego, mais dans l'esprit de toutes les boîtes de montage. Moi, je me rappelle il y a très longtemps de Mécano, par exemple. C'est des petites pièces métalliques avec des à visser, etc. Qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui à vendre parce qu'il y a des petites pièces, il y a des petits trucs. Maintenant, les gens ils avalent les pièces, hein, donc il faut faire attention. C'est ça le problème aussi. Donc, mais voilà, il y a toute une gamme et il y a moyen de se marrer avec ça. Par contre, je vois les prix, ça me fait un peu peur. Mais bref. Oui, les prix sont pas donnés non plus. Hein, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok, bon, passons à la suite. La lettre O. Comme OpenSSL, de nouveau on change complètement de sujet. David, avec toi pour parler d'une faille majeure de OpenSSL, qui peut un petit peu passer inaperçu chez le grand public manifestement. Ben oui, ce 27 octobre passé, donc c'est il y a 6 jours avant l'enregistrement de ce podcast, on a sonné l'alerte générale dans les milieux IT, comme quoi une faille de sécurité critique a été découverte sur OpenSSL. Il faut savoir que OpenSSL, c'est la librairie d'outils de cryptographie qui sont utilisés quasiment dans tout, que ce soit les navigateurs, que ce soit tout software qui utilise de la cryptographie, des certificats, l'encryption à clé publique, VPN. etc. Ouais. VPN également. Et voilà, donc ça faisait très peur et on est déjà en train de s'imaginer et de dire c'est la fin de la cryptographie, tout le monde va se faire pirater, les sites vont se faire pirater, il y aura plus de sécurité. Fedora qui devait sortir la version 37 le 1er novembre l'a retardé de 2 semaines parce que OpenSSL a annoncé que ils n'ont pas annoncé ce que c'est la faille de sécurité. Ils ont dit qu'ils ont découvert une faille de sécurité qui était ultra critique et qui devait être confidentielle et qu'ils allaient publier un patch de sécurité le 1er novembre. D'ailleurs, c'est une drôle de date parce que c'était férié dans pas mal de pays et il y a probablement pas mal de sociétés qui ne travaillaient pas et qui ont dû avoir des techniciens, enfin des informaticiens qui ont travaillé pour faire les mises à jour ce jour-là. Et que la nature de la faille de sécurité serait expliquée après coup, parce qu'évidemment c'est une course contre la montre entre les hackers et tous les informaticiens qui doivent mettre à jour les systèmes informatiques de leur société ou leur système à eux. Donc voilà, donc ce 1er novembre, comme prévu, le patch de sécurité a été publié, ainsi que la nature des failles de sécurité, qui finalement n'étaient pas des failles de sécurité si critiques que ça. D'ailleurs, après coup, ils ont je sais pas comment on dit en français, downgradé. Oui. Ils ont diminué la sévérité de la faille critique de critique à sérieuse. Il y avait en fait 2 failles de sécurité qui jouent sur des buffer overflow, c'est classique. Ça veut dire qu'on a un espace mémoire alloué et on arrive à écrire au-delà de cet espace mémoire, ce qui a l'effet secondaire de pouvoir faire crasher le système ou en cas d'analyse vraiment du système informatique derrière, de pouvoir éventuellement à exécuter du code arbitraire sur la machine pour prendre le contrôle de la machine. Il y avait également une autre faille de sécurité aussi qu'un buffer overflow qui aurait pu créer une attaque de type DOS, Denial of Service, donc de faire planter les serveurs à distance. Apparemment, il n'y a eu aucun cas recensé d'attaque qui ait pu exploiter ces failles, donc c'est des failles plus théoriques que pratiques.
Et cette faille ne concernait que les versions d'OpenSSL à partir de la version 3. Et en fait, tous les systèmes informatiques sont encore bien restés à la version 1 d'OpenSSL. Il n'y a pas eu de version 2, on passe de la version 1 à la version 3. Et donc, le nombre de systèmes qui étaient potentiellement ciblés par cette faille de sécurité n'est que de 1,5% des systèmes informatiques. On a comparé cette faille de sécurité à la faille Log2Shell, si on se souvient ce qu'il y a eu il y a quelques années, qui a été un peu la panique. Là, c'était vraiment quelque chose de sérieux. Mais en fait, il n'y aurait eu que 7000 systèmes exposés sur Internet sur 1,8 million de recensés parmi ceux qui étaient potentiellement vulnérables. Et donc, aucune attaque pratique n'est connue à ce jour. Donc voilà, c'était un peu un coup de panique. Maintenant, est-ce qu'on doit... Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Bon, après, ça a des coûts, parce que quand tu dois faire travailler ton service IT un dimanche ou un jour férié, en l'occurrence, même si c'est pas grave, si tu sais pas que c'est pas grave, tu mets les moyens dessus, et donc ça a des coûts. Donc il faut quand même... Oui, ou tu le fais le 2 novembre. Ça, je trouvais que c'était assez spécial, parce que bon, ce n'était pas férié partout le 1 novembre dans le monde, mais c'était quand même Halloween dans des pays où c'est pas férié le premier, donc le jour avant. Donc, je trouvais assez spécial comme choix de date. J'imagine les techniciens en salle blanche avec des citrouilles sur la tête en disant ils m'ont piqué mon 1er novembre. Qu'est-ce qu'en pense Xavier ? Écoute, c'est des choses auxquelles on va être confronté de plus en plus, j'ai l'impression. Il y a de plus en plus de failles qu'on doit corriger, et c'est une de plus. Maintenant, oui, ça a des impacts qui peuvent devenir dramatiques, et le jour où une technologie comme celle-là, comme le SSL, sera complètement craquée, on parle de l'informatique quantique, notamment qui pourrait mettre un terme à un moment à ce genre de procédé. Là, il faudra trouver en urgence d'autres choses, parce que, comme l'a dit David, ça concerne un peu tous les milieux bancaires, la sécurité, etc. Donc, c'est une de plus, j'ai envie de dire. Oui. J'en avais parlé dans un podcast précédent de ces nouveaux algorithmes post-quantiques dont un des 4 finalistes avait été craqué je pense en 1h30 par un petit PC. Donc voilà. Mais maintenant, un truc qui est aussi intéressant, c'est que on parle de ces systèmes, la SSL, ces systèmes à clé publique qui pourraient être craqués par les ordinateurs quantiques. Et il faut savoir qu'il y a 2 choses dans ces systèmes de sécurité. Il y a d'un côté la négociation qui est ce système à clé publique, mais après la négociation, il y a une clé d'encryption qui est divulguée entre les 2 parties via ce système-là, et les données encryptées avec le système AES sont apparemment résistantes aux techniques de craquage quantique. Donc, quelqu'un qui aurait des données encryptées sur son disque dur avec une clé AES qui garde sur une clé USB n'est pas vulnérable aux algorithmes quantiques comme des systèmes RSA ou à courbe elliptique. Tu sais ce qu'on dit, David ? Il ne faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais, oui. Non, mais faut jamais dire. Oui. C'est ça. On passe à la page suivante, à la lettre suivante. R comme roulette. C'est toujours David qui garde le micro pour parler de tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir. Les Moonwalkers qui permettent de marcher plus vite. Ce sont des chaussures qui rajoutent de la vitesse à l'individu, qui le fait propulser plus vite. Mais que en arrière. Oui, c'est Sébastien qui m'a lancé cette nouvelle que je trouvais assez marrante. Donc ça s'appelle les Moonwalkers. Ça fait penser à Michael Jackson. D'ailleurs, la photo illustrative de l'article a un petit pas de danse un peu dans le style. Donc en fait, ce sont des chaussures qui sont un peu comme des skates motorisés qui promettent d'augmenter la vitesse de marche de 250%. Donc, ça veut dire on marcherait 3 fois et demi plus vite.
Par contre, ce qui est intéressant, comparé à des roller skates ou des chaussures pareilles, qui sont en fait des sortes de moon boots qu'on doit se mettre au pied, ici, ce sont des clips qui s'attachent à n'importe quelle chaussure, donc ça fonctionne virtuellement avec n'importe quelle chaussure. Comme les vieux patins à roulettes. Oui, c'est ça, comme les vieux patins à roulettes. Comme les vieux patins à roulettes, oui, tout à fait, comme les vieux patins à roulettes, avec un strap magnétique qui peut se relâcher facilement, et ce n'est pas une propulsion constante, en fait, ça améliore le pas, donc en marchant, ça donne un petit coup d'impulsion, ce qui permet de marcher plus vite, un peu, pour la comparaison, un peu comme quand on est à l'aéroport et qu'on marche sur le tapis roulant. Oui, on n'est pas censé marcher dessus, mais c'est un peu l'impression. C'est ce que l'article dit. C'est un peu la comparaison. Ça aurait 9 km d'autonomie, 6 miles d'autonomie, rechargeable par USB-C. Il y a un système de sécurité pour monter les escaliers via un geste du pied, parce que c'est entièrement sans les mains le truc. Maintenant, je ne sais pas comment le geste du pied est fait, parce que si tu fais le mauvais geste du pied en marchant dans les escaliers, si ça se remet en route, à mon avis, comme disait Xavier, tu vas aller en arrière plutôt qu'en avant. Oui, c'est ça. Et donc c'est un projet sur Kickstarter. Ils avaient un projet de lever $90,000. À la date de l'article, il y avait $129,000 de déjà mis. Et là, juste avant l'enregistrement du podcast, j'ai regardé de nouveau. Ils sont à $240,000. Ouais. Par contre, ce n'est pas bon marché parce que le moins cher pour les gens qui payent sur Kickstarter, c'est $1,099. Dollar, euro. La parité est là, ce qui est un petit peu cher, je trouve, pour. Je trouve ça un petit peu cher. Oui, vas-y Xavier. Je me pose une question. Enfin, j'imagine que le principe de ces, je sais pas, ces moonwalk, c'est que les gens conservent l'équilibre et la marche comme s'ils marchaient de manière tout à fait classique. Oui, sinon pour moi c'est pas les patins à roulettes. Ça se migrait simplement à des patins, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que tout le génie de l'appareil, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on se casse pas la figure, tout simplement. Oui, avoir une expérience de marche, pas comme un patin à roulettes, vraiment comme une marche. C'est ça. Sur un tapis, voilà, une marche accélérée. Ça accompagne la marche, mais c'est pas, l'idée n'est pas de se jeter sur un pied en disant, oui, je vais faire une pirouette, machin. Non, ça accompagne la marche. Alors, il faut le voir porter, hein, faut le porter sur soi, comme on dit, pour se rendre compte, mais c'est pas plus idiot ça que les monowheels, tu vois, tous les engins qu'on a inventés ces dernières années, électriques pour se déplacer un petit peu plus vite. Pourquoi pas, finalement? Ça va pas arranger les relations entre les gens sur les trottoirs. Hein. Ça, je peux vous dire que déjà, entre les trottinettes, les piétons, les chiens qui se promènent et qui font pipi au milieu du trottoir, enfin voilà, ça va pas être simple à gérer ce machin-là. Mais je trouve ça intéressant. Je demande qu'à voir, moi, franchement, honnêtement. Donc voilà. C'est ouvert jusqu'au 24 novembre. Donc si tu veux en commander un, il reste encore 3 semaines. Je vais laisser David. Il vaut mieux en commander 2. Hein, mais... Ouais. C'est ça. oui, c'est mieux. Je sens que si c'est Sébastien qui t'a donné la news, on va le laisser faire. Je connais l'animal. S'il a vu ça, à mon avis. On a vu aussi que ça aidait aussi à monter les côtes. Hein. Ça peut être intéressant aussi pour pas s'épuiser, quoi. Bref, là c'est moi qui m'épuise. Je suis à la lettre S. Vous aussi, ça tombe bien. On est dans le même podcast, l'épisode 374. S comme smartphone, Xavier. Smartphone, mais tu aurais pu mettre S comme Samsung aussi. Tout à fait. Il s'agit de la marque coréenne qui dévoile un nouveau mode maintenance sur ses smartphones. Voilà, il y a encore des choses à dire sur les smartphones. Je m'étonnais, mais voilà, j'ai relevé cette news parce que ça me semble intéressant. En fait, sur le principe, l'idée c'est que Samsung a constaté, comme beaucoup de monde, que sur les smartphones, on stocke un petit peu toute sa vie privée. On a des photos, des vidéos, des données plus sensibles comme les données bancaires, les numéros de ses cartes bancaires, les messages envoyés, reçus, etc.
Et ils ont annoncé le 25 octobre qu'ils allaient compartimenter le contenu du smartphone afin que seules les parties qui soient utiles au dépannage soient accessibles. Donc ça veut dire que lorsqu'on va activer un mode maintenance, après un redémarrage, le réparateur n'aura plus accès qu'aux parties qui sont utiles pour la maintenance du téléphone. Et donc les parties sensibles seront protégées. Donc il y aura un compte provisoire qui sera fourni pour le réparateur. Il pourra pas non plus accéder aux applications qui ont été installées par le propriétaire. Il pourra toutefois installer des applications en accédant au store dédié, mais ces applications seront automatiquement supprimées après la réparation. Donc c'est vraiment un espèce de compte temporaire limité qui va être disponible pour le réparateur. Je trouve ça une excellente idée. J'espère que d'autres s'en inspireront. Et ce mode a été testé déjà en Corée du Sud sur le S21 et puis en Chine, et il arrivera en priorité sur le S22 partout dans le monde, mais il sera aussi disponible sur les Z Fold, le Z Flip, le S21, le S20, le Tab S8, enfin d'autres, en gros les principaux appareils récents de la marque et d'un certain niveau de gamme. Il recommande quand même toujours de garder le réflexe de sauvegarder ces données parce qu'on n'est jamais à l'abri, même si ça a été bien testé, que les données soient corrompues d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, je trouvais que c'était c'est rien de révolutionnaire, mais c'est une bonne idée. Et sans doute que pour pouvoir réparer efficacement l'appareil, il faut quand même ouvrir certaines fonctionnalités, la caméra, etc., que de le faire sur un appareil qui est verrouillé, c'est moins évident, évidemment. Donc, je trouve pas ça totalement idiot. En même temps, c'est parce que ce sont des appareils qui ont sans doute besoin d'être réparés. Mauvaise langue. David, peut-être une opinion sur l'idée, sur le concept, sur... Je n'ai pas lu l'article, mais est-ce que c'est fort différent du mode diagnostic qu'il y a déjà sur beaucoup de smartphones? Parce que moi, je n'ai pas de Samsung. Moi, j'utilise une autre marque chinoise qui commence par un X. Et en fait, il y a dans les menus debug tout un système maintenance diagnostic qui permet de tester chaque composant du smartphone un par un. Et c'est quelque chose de fort technique, donc c'est plus destiné pour des réparateurs, quelqu'un d'autre. Donc, mais je ne sais pas, Xavier, si tu sais si c'est fort différent. Oui, justement, la question est de savoir si le réparateur y a accès sur un appareil qui est verrouillé. Parce que l'idée, c'est ça. En fait, le principe, c'est que effectivement, il existe un mode où on peut débugger pas mal de choses de l'appareil, mais ici c'est plutôt l'idée d'empêcher le réparateur d'accéder aux données. Donc c'est différent. En fait, en mode debug, on a accès à tout en quelque part actuellement. Pire, tu as accès aux fichiers qui se trouvent sur la carte, etc. Ici, le but, c'est de protéger les données sensibles. Donc c'est très différent. Ça, on va finalement le réparateur aura accès à tout ce qu'il avait déjà accès, si ce n'est les données sensibles. Ah oui, donc j'ai mal compris. Donc c'est pour protéger l'utilisateur quand il envoie son téléphone en réparation. C'est ça. Et donc il a un compte provisoire pour le déverrouiller, pour faire tout ce qu'il faut avec, et sans avoir accès aux données. Voilà. C'est un profil, quoi, un profil supplémentaire, comme on a des profils sur Windows, voilà. C'est pas bête, il faut le reconnaître. C'est pas bête. Bon, après, est-ce que ça va changer la face du monde? Non, c'est juste une chouette amélioration. Oui, bien sûr. Bon, allez, on passe à la lettre T, comme Twitter, c'est l'actualité de la semaine, vous le savez, même de la semaine passée, il me semble, de la semaine précédente, enfin de toute l'année. Enfin, c'est un feuilleton, cette histoire. Mais là, on y est, ça y est, on est dedans. Voilà, il l'a dit, il l'a fait. Il l'a dit, il l'a fait. C'est Elon Musk qui a racheté finalement Twitter et qui, voilà, son premier acte, on en a parlé ce week-end avec Xavier, c'est de virer les cadres, plus encore du personnel qui risque de passer à la trappe si on en croit la presse. Demain. On dit beaucoup de choses, hein, parce qu'on avait dit 75%, puis on a dit 25%, puis enfin voilà, on verra bien. Aujourd'hui, j'ai lu 50, mais en fait, c'est selon son humeur, parce que le matin, il va dire 25, le soir, il va dire 75, et puis demain, voilà. C'est comme pour l'instant, il est prévu.
Il est prévu que demain, 4 novembre, il vire 50% des employés de la boîte et qu'il supprime le télétravail. Mais bon, c'était pas le bon, ça en fait partie, le sujet principal. Enfin, je veux dire, c'était pas le titre de l'article. L'article, c'est que Elon propose pour $8 par mois de devenir un seigneur sur Twitter. Oui, donc d'être vérifié et d'avoir un petit badge et de pouvoir de pouvoir tweeter en toute impunité, de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir poster des choses un peu plus longues, des vidéos un peu plus longues. Oh, mais ça, c'est même sans payer les 8 €. On peut dire ce qu'on veut sur Twitter avec lui, à mon avis. Mais bon. Ce n'est pas sûr que ça va durer. Ce n'est pas sûr que ça va durer parce que depuis qu'il a pris les commandes de Twitter, d'abord, il s'est mis comme titre Chief Tweet, qui veut dire, en anglais, c'est quelqu'un qui est un peu attardé mental, truc comme ça. Ouais. Et maintenant, pour l'instant, son titre actuel, c'est Twitter Complaint Hotline Operator. Donc c'est l'opérateur de la hotline du département de plainte. Et si on regarde l'emplacement, il met L en enfer. Donc c'est il est complètement lâché. Alors il poste des tweets du genre à tous ceux qui veulent se plaindre. Continuez à vous plaindre, mais ça vous coûtera $8. Donc il est très caustique comme il a l'habitude de le faire. Il s'en donne à cœur joie et on en discutait aujourd'hui au bureau et certains collègues disaient ce n'est pas lui qui écrit tout ça, il doit avoir un team de communication, mais non, c'est lui qui le fait, c'est lui qui passe son temps, c'est son passe-temps de milliardaire et il est un petit caprice qui s'est offert, je crois, à 44 milliards. Petit. Mais il va les rentabiliser parce que il faut savoir que Twitter en 2021 avait fait un bénéfice brut, gross profit, je sais pas comment on dit ça en français. C'est un chiffre d'affaires de 3,28 milliards de dollars. Alors pour ne pas se tromper, c'est 3,28 fois 10 exposant 9, voilà. Pour ne pas se tromper. Oui, parce que le milliard en français n'est peut-être pas le milliard. D'ailleurs, en anglais, t'as raison. On dit billion en anglais, mais bon, on peut perdre un pays en faisant des erreurs de calcul comme ça. Et donc, si on regarde en fait sur Twitter, il y aurait 450 millions de profils actifs, dont 200 millions qui sont actifs journalièrement. Alors, si on imagine que même il y aurait que 1% de ces 200 millions, donc des actifs journaliers, qui achèteraient ça, 100 millions x 8, ça fait 800 millions x 12 mois. Il fait plus que doubler le chiffre d'affaires de Twitter directement. Et à mon avis, il va y avoir plus que 2 millions de personnes qui vont payer sans le doute, service. Oui, parce que ça c'est toujours la même chose. Ici, ce qu'il faut rappeler quand même, parce qu'il faut ceux qui n'ont pas l'habitude de Twitter, autant le dire, le petit macaron bleu, c'était le principe, c'était de dire voilà, ce compte est certifié. Ça avait une certaine valeur. Alors c'était pas juste de l'esbrouf, même si dans le chef de certains c'était juste pour dire se la péter, machin, et moi je suis certifié, machin, etc. Personne n'a envie de te copier, vieux, donc il n'y a pas de souci, tu peux être certifié comme tu veux. Par contre, ça peut poser des problèmes, imaginons, à des personnalités politiques, à des journalistes, à des artistes, etc., qui n'ont pas envie de voir leur compte usurpé par un kidam qui va raconter n'importe quoi avec son nom, etc. Donc ça se justifie. Alors, maintenant, si avec $8 ou 8 €, on peut se faire certifier comme étant Napoléon Bonaparte, bon, il est mort, ok, mais quoi qu'il, ça n'a plus aucun sens, du coup, la certification, ça perd un peu de son sens. Alors, est-ce qu'on est en train de jouer les nigauds en se disant, oui, bien sûr, il est intelligent, ce mec-là, il y a pensé. Le but, en fait, c'est d'aller dénicher les faux comptes, les comptes bots, etc., qui sont cachés et qui va faire un peu d'écrémage, entre guillemets, sur Twitter et rendre ça un petit peu plus sain. Peut-être, on verra. Voilà. Quoi qu'il en soit... je trouve ça un petit peu cher quand même.
Oui, enfin ça c'est comme disait Benoît, notre chroniqueur Benoît, qui disait il faut voir pour la qualité du service qu'est-ce qu'il offre pour $8. Et pour l'instant on n'en sait rien. Oui. Ce sont des bruits pour l'instant. On tire des conclusions sans savoir. En fait. Mais pas que. Pour citer un autre tweet de la journée qui en fait m'a été envoyé par Sébastien également. Il y a quelqu'un sur Twitter, une femme qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez, qui a écrit LMAO, donc ça en anglais ça veut dire je me roule par terre et je rigole, à ce millionnaire qui essaye de vendre l'idée de liberté de parole, qui est en fait un plan d'abonnement à $8 par mois. Et Elon lui a répondu votre commentaire est très apprécié, maintenant payez $8. Oui, enfin voilà. Alors, si l'ambiance de Twitter ne vous plaît pas, et ce qu'on peut comprendre, hein, on peut partir de Twitter. Il n'y a aucun souci, on peut quitter Twitter. C'est d'ailleurs assez ça coûte $8. Non, même ça, c'est gratuit. Par contre, mais si vous avez un besoin de communiquer avec des gens et de manière calme, posée, réfléchie, sans se prendre la tête, etc., il y a des alternatives. Par exemple, Xavier voit vers où je vais. Il y a Mastodon, tout d'un coup on ressort l'éléphant Mastodon, qui est ce réseau décentralisé dont on parlait il y a déjà quelques années maintenant, et qui est toujours là, qui existe toujours, malgré le fait qu'il ne soit absolument pas rentable, et c'est pas sa vocation de l'être, hein, donc c'est plutôt sain, ça déjà à la base, qui a sur quelques jours emmagasiné 280 millions d'utilisateurs supplémentaires, paraît-il, ce qui porte, et c'est peu pour un réseau social, on est tout à fait d'accord, on est loin des chiffres de Twitter ou de Facebook et autres. Ils engrangent actuellement 680 000 ou 650 000 millions de comptes actifs sur les différents serveurs Mastodon, qui fonctionnent sous le même principe que Twitter. Hein. En gros, en tout cas pour l'utilisateur, c'est un peu le même principe. Il faut un petit peu s'adapter, il faut avoir des fois un petit peu de patience, parce que plus on est nombreux, plus c'est lent. Donc ça rappelle un petit peu les timeouts du début de Twitter. Hein, quand il y avait la baleine accrochée, vous voyez, sur l'écran, vous avez une baleine avec des oiseaux qui portaient la baleine quand il y avait un problème de connexion à Twitter. Il y avait ça au début. Les plus jeunes ne s'en rappellent pas, mais je vous le dis. Là, c'est un petit peu la même chose. De temps en temps, ça rame un tout petit peu, mais ça reste accessible. Et si vous voulez nous y retrouver, vous pouvez nous y retrouver aussi, puisque comme sur Twitter, nous partageons notre veille technologique hebdomadaire, quotidienne, même j'ai envie de dire, eh bien, vous retrouvez le même service sur notre compte Mastodon. Vous trouverez le lien, évidemment, sur notre site lestechno.be pour aller nous y retrouver. Vous pouvez vous abonner, comme vous l'avez peut-être déjà fait sur Twitter. Et si vous n'aimez pas Twitter et vous n'avez jamais été sur Twitter, mais par contre que vous êtes séduit par l'idée d'utiliser autre chose comme Mastodon, eh bien, vous nous y retrouverez également. Est-ce que j'ai bien vendu la soupe ou pas, Xavier ? Oui, je pense que tu l'as bien vendu. Maintenant, il faut savoir que Mastodon ne sera pas le seul, puisque le PDG, enfin l'ancien PDG de Twitter lance son propre réseau social. Oui, qui s'appelle Blue Sky Social, et alors pour le moment je crois que c'est uniquement sur invitation ou en liste. Pour l'instant c'est pas créé, ça n'existe pas c'est une liste d'attente. Pour l'instant rien n'existe en fait, c'est juste pour l'instant c'est un white paper, voilà, mais ce sera là par contre aussi décentralisé et basé sur la blockchain. Mis à part ça, on n'en sait pas beaucoup plus, mais l'idée est séduisante aussi. En parlant de blockchain, un effet secondaire du rachat de Twitter par Elon Musk, c'est que le Dogecoin qu'il avait mis en avant a doublé de valeur, peut-être par anticipation, qui va rendre cette monnaie-là, comme moyen de paiement pour ses abonnements. Il a une idée derrière la tête, en tout cas, et même plusieurs, j'ai l'impression, et pour l'instant, il joue avec les gens, quoi. Il fait ce qu'il a l'habitude de faire, du troll. Mais il est toujours le plus riche au monde. Et il est toujours le plus riche au monde, ça ne change rien, mais ça pose plein de questions, parce que, on le disait et il le laisse savoir. Enregistrement, c'est que c'est un réseau social, quand même, qui a un certain aura, en tout cas, c'est par là que communique énormément de monde, et pas des moindres, surtout de par les temps qui courent, et que, politiquement, ça pose question aussi. Et donc, voilà.
affaire à suivre, comme on dit, et je pense qu'il y aura à suivre dans cette affaire. On clôture cet épisode des Technos avec la lettre W. Oui, cette semaine, il y a un oui mais non. Qu'est-ce qu'un oui mais non ? Je le dis pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas encore très très bien. Le oui mais non, c'est une actualité technologique, certes, mais complètement, comment je vais dire ça, désopilante ou à côté de la plaque ou improbable. Improbable, c'est le meilleur mot. Ou inquiétante. Ou inquiétante aussi dans ce cas-ci, peut-être, effectivement, Xavier. Bientôt, la guerre dans l'espace. C'est plutôt flippant. On a parlé d'Elon Musk il y a pas longtemps, mais en fait, voilà, la Chine va s'attaquer ou pourrait s'attaquer à Elon Musk, puisqu'en fait, on a appris que la Chine a simulé l'utilisation d'armes nucléaires pour détruire des satellites qui sont en orbite proche de la Terre. Alors, c'est une tactique qui pourrait mettre hors d'état de nuire plusieurs constellations de satellites ennemis. Ils se sont spécialisés. Ils essayent de lutter contre l'espionnage ou la communication basée sur les satellites, et notamment ceux qui sont utilisés pour soutenir des opérations militaires, comme ça avait été le cas en Ukraine. Pour l'Ukraine avec le réseau Starlink. Et un institut de recherche qui est dirigé par l'armée chinoise affirme qu'ils ont mis au point un modèle qui permet donc d'évaluer les performances des armes nucléaires anti-satellites à différentes altitudes, puisqu'en fait ils ont analysé l'impact des armes nucléaires sur les satellites à différentes altitudes, avec une précision, un niveau de détail qui n'aurait apparemment pas de précédent. Et on apprend ainsi qu'il y a une ogive, par exemple, de 10 mégatonnes pourrait détruire des satellites si elle explosait à une altitude de 80 km, ce qui est encore considéré comme l'espace proche. Alors, une explosion nucléaire dans le véritable espace, donc plus lointain, serait moins efficace à cause de l'absence d'air, qui permettrait pas de générer un grand nuage radioactif. Et on sait que cette étude, en fait, cette simulation est cruciale pour la Chine, parce que la Chine a vu l'aide apportée par Starlink à l'armée ukrainienne face aux troupes russes, et la Chine a donc prévu la destruction de ces satellites s'ils venaient en aide à Taïwan. Donc c'est pas tout à fait innocent, et c'est une vraie crainte que la Chine a. Ils envisagent ça pour prévenir toute aide qui pourrait être apportée via des satellites à Taïwan lors d'une invasion potentielle de l'île par l'armée chinoise. Donc voilà, on se rapproche d'une guerre. Faut toujours faire attention quand on agite les noms nucléaires, etc. L'idée, c'est pas de faire un gros boom pour faire des confettis des satellites. C'est parce que ça va créer des défaillances électroniques au sein de ces satellites. Oui, c'est non électromagnétique, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est pas de faire des déchets qui sont par ailleurs très dangereux à ces altitudes-là, parce que il faut pas l'oublier, ils viennent de terminer leur toute nouvelle station spatiale chinoise. Ils viennent de monter le dernier module en place. Et donc, ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des déchets qui se propulsent, parce que c'est ce que les Russes avaient fait il n'y a pas tellement longtemps, enfin il y a quelques années maintenant, ou un an, je ne sais plus. Ils avaient envoyé un missile et détruit un satellite, ce qui avait fait beaucoup de dégâts. Je pense même qu'ils avaient dû changer légèrement l'orbite de l'ISS pour éviter certains des plus gros déchets. Donc, enfin voilà, tout ça pour dire que tout ça passe à des niveaux que nous, c'est inatteignable, j'ai presque envie de dire. Et bon, après, on verra bien. Tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. Moi, j'ai envie de vous dire. Ceci étant dit, on a juste une minute pour terminer sur l'histoire d'Elon Musk. Il a quand même envoyé quelques satellites avec une Falcon 9 Heavy. Avec les trois et on ne sait pas ce qu'il a envoyé parce que en fait il n'y a que 2 des propulseurs qui sont revenus cette fois-ci, parce que il fallait de la charge utile supplémentaire, parce que apparemment ils ont transporté des grosses pièces. Je pense que la charge utile est de 27 tonnes dans ce cas-là, et donc ils ont envoyé des satellites manifestement militaires. En tout cas, c'est du top secret. On ne sait pas ce qu'Elon Musk a fait. En tout cas, c'était pour le gouvernement. Et donc voilà. Et ça s'est fait un petit peu discrètement. Les 2 propulseurs latéraux sont revenus comme étaient revenus les 3 précédents quand ils avaient fait le tir la dernière fois. Donc voilà,
Tout ça pour dire que Elon Musk est partout, manifestement. Est-ce qu'on a fini ? Je pense que oui. On a terminé cet épisode. On a fait le tour, effectivement. Donc, ce que je vous propose, c'est que, bon, comme on est encore un petit peu sur le pied, je le sens bien, et qu'il y a encore quelques petits trucs à dire, on va se faire un bonus. Hein, ce sera le bonus de l'épisode 374, qui arrive très prochainement. Et comme toujours, on se termine ça avec une citation. Là, je peux vous dire quel corset. Donc, réfléchissez bien. Hein, quand vous... La science ne consiste pas seulement à savoir ce qu'on doit ou peut faire, mais aussi à savoir ce qu'on pourrait faire quand bien même on ne doit pas le faire. C'est signé Umberto Eco dans Le Nom de la Rose. Je vous le laisse un peu comme ça à l'écran pour essayer de comprendre. C'est assez clair, c'est en rapport direct avec ce dont on vient de parler en plus. Donc voilà. On se dit à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Hein, sinon, et on va chercher mon bouton pour aller mettre le générique de fin. Que voici, que voilà. Salut!